Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un podcast sur l'existentialisme cette fois. Alors, l'existentialisme en philosophie morale, c'est une thèse, en bref, ça dit que l'être humain n'est jamais vraiment quelque chose de fini, mais que l'être humain se construit au fur et à mesure de ses actes au niveau moral. C'est un peu ce que dit Sartre quand il dit l'existence précède l'essence. Cette formule fameuse, ça veut dire en fait que notre action humaine précède qui nous sommes en morale. On n'est pas bon ou mauvais une fois pour toutes, on se définit au niveau moral, au fur et à mesure de nos actes. Alors selon l'existentialisme, donc, on se définit au fur et à mesure de ses actes, et on peut toujours choisir d'en poser des nouveaux qui dessinent un chemin différent. Ça veut dire qu'on peut toujours changer selon notre volonté. Chaque individu se fait lui-même au niveau moral. Alors l'existentialisme, en fait, il est à positionner par rapport à l'essentialisme en philosophie morale. L'essentialisme considère que les choses ou les hommes peuvent être approchés en fonction d'une nature, d'un fond permanent qui ne change pas. C'est comme si on avait une identité fixe en quelque sorte, quelque chose d'immuable. L'essence, quand on dit l'essentialisme, ça fait référence à l'essence. L'essence constitue l'ensemble des éléments constitutifs d'une chose. C'est son fond permanent, c'est tout ce qui est immuable. L'essentialisme est une approche assez répandue dans l'imaginaire collectif. Elle se retrouve également plus ou moins dans la manière dont on juge les actes d'une personne. Si vous prenez par exemple l'image du cancre, un cancre c'est cet élève qui n'est jamais bon à quoi que ce soit, il n'est bon à rien, il comprend rien du tout, il comprend pas les explications et il ne fait que des bêtises. C'est dans son essence, c'est dans sa nature en fait, c'est comme s'il était comme ça et on ne peut pas le changer. Ça c'est une approche essentialiste des résultats de cet élève. Alors les horoscopes, les tests de personnalité, c'est des belles illustrations aussi de l'essentialisme. C'est comme si telle catégorie de personnes était prédisposée par nature à agir comme ceci ou comme cela, à avoir tel ou tel caractère et donc à avoir telle ou telle moralité. Alors au contraire, on connaît aussi cette idée que certains ont la bosse des maths. Donc il existe des essentialismes positifs. Plutôt que les cancres, il y en a qui sont naturellement doués, naturellement bons à faire des maths. C'est ce qu'on retrouve dans l'idée de don ou de douance et des autres variantes. Ces termes présupposent qu'il existe des prédispositions naturelles immuables à être tel que l'on est, à être tel que nous sommes. Alors certains courants essentialistes dogmatiques ont mené à de terribles dérives. Ainsi en est-il par exemple de l'eugénisme. Toutes les formes de racisme d'ailleurs, de manière générale, sont essentialistes. Ça considère que des races sont supérieures ou inférieures par nature à d'autres. Moralement, il y aurait des races qui seraient meilleures que d'autres. C'en est de même par exemple pour le sexisme. On considère que les hommes sont faits pour ceci, les femmes sont faites pour cela, ou qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Une hiérarchie qui devient carrément morale. C'est la même chose pour l'homophobie. C'est un essentialisme dur qui considère que les personnes de même sexe ne sont pas faites pour avoir des relations amoureuses entre elles. Dans le domaine de la justice, si on considère que des êtres humains sont bons ou mauvais par nature, ça a pour conséquence d'abandonner l'idée qu'on peut sauver les mauvais en quelque sorte. C'est comme si voilà, on est mauvais une fois pour toutes. Et donc, les mauvais, il faut les éliminer, par exemple, ou les mettre dans des prisons, les isoler de la société, parce qu'on ne pourra jamais rien en faire d'autre. D'ailleurs, pour le dire autrement, s'il existe des diables et des anges parmi nous, et qu'un diable ne deviendra jamais un ange, alors on ne peut faire qu'enfermer ou éliminer les diables. Une question philosophique qu'on pourrait déjà se poser, c'est existe-t-il des personnes qui sont naturellement monstrueuses, finalement des personnes qui naîtraient monstres? C'est évidemment très délicat de répondre à la positive par cette question. Ça voudrait dire que dès l'enfance, voire dès le fœtus, on pourrait anticiper la monstruosité
d'un être. Alors l'essentialisme, ça pose plusieurs problèmes, hein. D'abord, on vient de le voir, hein, certains courants essentialistes absolus ont mené à des dérives dramatiques. De manière moins radicale, ça peut mener à des discriminations plus ou moins marquées, de type dire par exemple qu'il y a plus de criminels parmi telle ou telle catégorie de la population, ou encore juste à des formes d'égocentrisme. Alors à une échelle moins large, on a pu observer, hein, que ce soit en sociologie, en psychologie sociale, l'effet autoréalisateur de telles catégorisations, hein. Finalement, le fait de mettre une étiquette sur une personne ou une catégorie de personnes, eh bien, ça peut mener à un effet autoréalisateur. Et de ce fait, bah, finalement, dès lors que je juge que quelqu'un est mauvais, eh bien, peut-être qu'il va se conformer à cette image et dès lors va poser des actes qui auront des conséquences désagréables. Tout ça est attesté dans une certaine mesure par ce qu'on appelle dans le courant anglo-saxon la labeling theory, ou encore l'effet Pygmalion, l'effet Rosenthal, tout ce qui, tous les courants qui ont étudié la stigmatisation, l'exclusion sociale, le biais de confirmation d'hypothèses, etc. Alors, l'existentialisme, au contraire de l'essentialisme, eh bien, ça dit qu'un individu se construit moralement au fur et à mesure de ses actes et peut toujours devenir un autre grâce à sa volonté. Alors, pour comprendre l'existentialisme, je pense qu'il est intéressant de passer notamment par la pensée et l'œuvre de Heidegger, en tout cas dans Être et temps. Donc, une des grandes forces de la pensée d'Heidegger, c'est de penser l'existence humaine dans sa temporalité, de penser l'existence dans sa temporalité. Aux origines de l'existentialisme, on trouve notamment cette distinction entre être, d'une part, et étant. La science, elle nous parle d'étants particuliers. C'est par exemple l'être humain, l'homme. L'homme et la femme, ce sont des étangs. Tout ce qui est, tout ce qui existe, c'est un étang. Une chaise est un étang. Un être humain, une femme, un homme, ce sont des étangs. La science nous parle des étangs particuliers, de tout ce qui est, mais pas de l'être en tant que tel. L'être en tant que tel, c'est l'existence, le devenir, et non seulement les choses qui existent. En considérant que l'être humain est être pour la mort, la philosophie d'Heidegger, elle veut analyser l'existentialité, c'est-à-dire le fait même d'exister. C'est comme si on distinguait une chose qui vit, qu'on va appeler un être vivant, un vivant, et la vie en tant que telle. C'est pas parce que j'analyse une poire que je connais la vie dans cette poire. Donc en fait, Heidegger nous fait revenir à la question de la vie, de l'existence en tant que telle, et non seulement de telle ou telle chose qui existe, telle ou telle chose qui vit, telle ou telle chose qui est. Un individu humain, donc, c'est un étant, une chose qui est, une chose vivante. La science nous parle du fonctionnement de cet étant, des mécanismes qui le composent, mais pas de la vie, du fait même d'exister qui se déploie à travers lui. En bref, la révolution d'Heidegger, ça consiste à remettre la question de la vie humaine en perspective avec sa temporalité. Il nous parle de l'être pour la mort, du Dasein en allemand. C'est donc cet être qui non seulement a un début temporel et a une fin, et qui se dirige vers la mort, et cela dans un processus, dans une temporalité. L'existence, c'est quelque chose de lié au temps, et non juste un ensemble de caractéristiques. L'une des forces de l'œuvre de Martin Heidegger, c'est de penser donc justement notre existence humaine dans sa dimension temporelle. L'être humain, c'est un être vers la mort, un être pour la mort. Notre existence est temporelle. Et c'est pas pour rien que l'un des ouvrages les plus connus d'Heidegger s'appelle Être et temps. Vous noterez que je ne fais pas ici d'allusion approfondie à la problématique des cahiers noirs, notamment d'Heidegger, donc en tout cas
de tout ce qui, dans la pensée d'Heidegger, peut être associé de près ou de loin à l'antisémitisme et au nazisme, et à son soutien pour le Troisième Reich. C'est évidemment quelque chose de très problématique dans l'œuvre d'Heidegger, dans la position de l'homme. Ici, ce que je retiens et que d'autres philosophes ont retenu après Heidegger, tout en se distanciant d'Heidegger, c'est en tout cas la question de la remise au centre de la temporalité de l'existence. Le fait de penser l'être humain dans sa dimension temporelle, c'est ce que je retiens tout en prenant distance du reste de l'œuvre d'Heidegger et bien sûr du personnage. Alors, après cette différence entre être et étant que l'on retrouve chez Heidegger, une autre distinction qui permet de bien comprendre l'existentialisme, c'est la différence entre la puissance et l'acte, que l'on retrouve notamment chez Aristote. La différence entre le potentiel et son actualisation. Alors c'est intéressant parce que Aristote est un penseur que l'on peut ranger dans la catégorie essentialiste, parce qu'il nous dit de manière générale que nous avons des potentiels qui sont prédéterminés et que nous, le but finalement de l'existence, c'est de les actualiser. Et en même temps, on peut utiliser cette distinction pour bien comprendre l'existentialisme. Donc selon la vision existentialiste, on n'est pas intelligent ou bête, bon ou mauvais une fois pour toutes, mais on exerce ou non des facultés en situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on n'a pas un potentiel qui va d'office s'actualiser, mais on a tous les potentiels au niveau moral. On peut être bon, tout comme on peut être mauvais. Il n'y a pas des êtres humains qui sont déterminés à la naissance comme étant bons et d'autres qui sont déterminés comme à la naissance comme étant mauvais en puissance et on ne peut rien y faire. En fait, on est toutes et tous bons ou mauvais en puissance. On a tous le potentiel de devenir bon ou mauvais et on l'actualise ou non. Voilà. Donc on a tous les potentiels au niveau moral, mais on ne l'actualise pas nécessairement. Nous ne sommes pas donc entièrement prédéterminés à être bons ou mauvais, hein, ce qui serait un corollaire finalement de notre finitude. Hein. Ça veut dire que finalement on a à se réaliser nous-mêmes, mais on peut choisir, nous pouvons choisir de poser des actes qui nous définissent par la suite. Et d'ailleurs pour Sartre, hein, l'action humaine est contingente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est purement indéterminée. C'est une pure indétermination. On a tous les potentiels. On n'a pas un potentiel qui vaut plus que les autres. On a tous les potentiels au niveau moral en quelque sorte. Et donc, contrairement à une essence ou à une nature qui nous déterminerait à être comme ceci ou comme cela, eh ben, on peut toujours être une autre personne au niveau moral. Si hier j'étais mauvais, demain je peux être bon. Et vice-versa. Alors nous verrons qu'une telle lecture de la pensée de Sartre mérite d'être tempérée, hein, mérite d'être nuancée, mais l'idée c'est que nous possédons en tout cas au moins une part de nous que nous pouvons changer, qui n'est pas définie une fois pour toutes. Plus spécifiquement pour Sartre, hein, notre identité n'est pas définie à l'avance au niveau moral, elle dépend de nos choix, des actes que nous posons. Alors pour aller plus loin au niveau de la pensée de Sartre, eh bien, faut noter que Sartre a lu l'œuvre d'Heidegger, hein, c'est pour ça que j'ai pris la peine de parler d'Heidegger tout à l'heure. Sartre parle en tout cas de la contingence de l'action humaine. Pour lui, les actions humaines sont contingentes, ça signifie qu'elles peuvent être n'importe quoi. Elles ne sont pas définies à l'avance, elles sont tout à fait indéterminées, comme nous venons de le voir. L'action d'une personne à un moment donné aurait tout aussi bien pu ne pas avoir lieu ou être totalement différente. Et si on suit ce raisonnement de Sartre, comme on l'a vu précédemment, ça veut dire que l'être humain est pure indétermination au niveau de ses actes. Donc l'être humain est tout en puissance et pour Sartre, il ne peut pas être réifié, étiqueté une fois pour toutes. Il n'y a qu'à sa mort, en fait, qu'on peut faire un inventaire des actes d'une personne. Parce que vivant ou vivante, une personne peut toujours choisir de devenir une autre personne. Les actes humains sont contingents, ça veut dire qu'ils sont indéterminés. Alors contrairement à un Dieu qui serait parfait par essence, un Dieu,
Si on imagine une divinité, ben c'est comme si il était totalement complet, il est totalement parfait. Eh bien, l'être humain, lui, n'est pas complet, il doit se définir lui-même. Il a à se définir. Et c'est ce que signifie la formule «l'existence précède l'essence» de Sartre. Finalement, c'est se dire que par nos actes, nous nous définissons au fur et à mesure, nous nous réalisons au fur et à mesure. Alors, notons d'ailleurs que la philosophie de Sartre, c'est lié à un présupposé métaphysique, qu'il n'y a pas de Dieu qui nous détermine en amont, qu'on peut se déterminer nous-mêmes au niveau moral, qu'il n'y a pas finalement justement des anges qui nous donnent une moralité et nous prédéterminent à être bons. La philosophie de Sartre, c'est une philosophie où l'être humain a à se démerder quelque part. Alors notre action humaine précède qui nous sommes, c'est donc bien ça l'existentialisme. Nous nous définissons au fur et à mesure de nos actes au niveau moral. C'est bien ça la question, puisque au niveau corporel, par exemple, je ne peux pas choisir ce que je veux. Si je souffre d'un handicap ou d'une maladie, je ne l'ai potentiellement pas choisi. C'est pas de ça dont il est question. Mais par contre, au niveau moral, au niveau du bien et du mal, eh bien ça, je peux le choisir. Je peux choisir en tout cas les actes que je pose. Et donc ça voudrait dire qu'on peut toujours changer, et selon Sartre, c'est en fonction de notre volonté, de nos intentions. Pour Sartre, un être humain n'est jamais complet qu'au moment de sa mort. C'est seulement à ce moment-là, en regardant l'histoire de sa vie, que l'on peut dire ce qu'il a été. Et donc Sartre dit par exemple que dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais par contre, on est responsable de ce que l'on est. Voilà. C'est vraiment l'idée que nous sommes responsables de notre identité morale. Selon ce point de vue, on pourrait poser la phrase suivante, c'est de dire, pour savoir qui je suis, eh bien, regarde ce que j'ai fait, connais mon histoire. Et mon histoire, d'ailleurs, ne sera jamais finie qu'au moment de ma mort, parce que demain, je pourrai définir mon histoire autrement. Alors, l'existentialisme a de certains enjeux, et notamment au niveau de l'éducation. C'est ce qu'on appelle, je dirais, le pari d'éducabilité. Si on considère que toute personne peut changer, finalement s'élever de sa condition actuelle au niveau moral, eh bien elle peut être éduquée. On dit comme ça peut paraître simpliste, mais ça correspond à l'idée de parier qu'il n'y a pas de cas désespéré. En fait, devant nous, en tant qu'enseignants, formateurs, éducateurs, on peut considérer qu'on a des situations à gérer difficiles, des comportements difficiles, et qu'en même temps, les personnes peuvent toujours changer moralement parlant. Et c'est un parti pris existentialiste, et ça correspond également à une vision assez optimiste en éducation. Et c'est une conséquence primordiale parce que ça permet de prendre garde vraiment au phénomène d'étiquetage que l'on peut observer. L'étiquetage, c'est vraiment une réification des individus. Étiqueter une personne, c'est lui apposer une étiquette et c'est considérer qu'en fait, elle se définit essentiellement par cette étiquette. Ça en fait une chose réifiée. Et à contrario, ce pari d'éducabilité consiste à considérer qu'un élève n'est jamais un mauvais élève, bête ou méchant, une fois pour toutes. Alors les dynamiques psychologiques et sociales de stigmatisation, on peut penser à Erving Goffman ou Serge Pogam par exemple qui ont travaillé sur ces phénomènes, ça montre que l'attribution de caractéristiques ou l'expression de croyances peuvent influencer les comportements des individus, voire leur développement. En gros, pour caricaturer, si je me comporte avec quelqu'un comme si c'était quelqu'un de stupide, eh bien, il risque de se conformer à cette étiquette et se comporter stupidement. Il y a quelques années, Albert Jacquard, vous étiez venu parler à une classe d'école primaire et il y a une petite fille qui vous avait demandé « Monsieur, je voudrais devenir intelligente comme vous, comment faire ?» Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'était d'autant plus merveilleux que c'était une classe de SES, une classe pour les enfants qui sont réputés ne pas être doués. Alors je lui ai dit « Ta question est merveilleusement bien posée, tu fais preuve d'intelligence. Pour peu à peu fabriquer son intelligence, il suffit, c'est toujours vrai,
de faire fonctionner son cerveau. Mais pour les enfants qui sont à l'école, par exemple, on leur dit bien, vous avez tel QI, si vous avez tel QI, vous allez bien réussir à l'école, et ça se vérifie souvent. Un bon QI, on réussit bien, un moins bon QI, on réussit moins bien. Mais évidemment, si je dis à une fille qu'elle est laide, et je lui répète tous les jours qu'elle est laide, mais elle aura beau être jolie, elle finira par se croire laide. Et puis elle prendra une drôle d'allure, et puis elle fera des grimaces, et puis elle deviendra laide. Et par conséquent, ça fait partie des prévisions qui sont autoréalisatrices. Il est criminel de dire à un enfant, tu n'es pas doué, tu es pas capable d'avoir un QI de temps et de temps, et par conséquent, tu vas rater. Ça n'est pas vrai ce que vous disiez tout à l'heure. On ne le vérifie pas, simplement on le provoque. Et par conséquent, il faut lutter là contre. Il y a un mot horrible qui a été inventé par les Québécois, le mot douance. Dire à un enfant, oh toi tu as de la douance. Mais celui d'à côté à qui on ne le dit pas, il comprend que lui n'a pas de douance. C'est comme les dons, les douances. Alors il se prend pour un imbécile, ouais. Et il devient un imbécile. Par conséquent, il faut se dire que l'intelligence, c'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Or, par ailleurs, une autre thèse qui se situe dans le giron de l'existentialisme, c'est celle de la banalité du mal, développée par Hannah Arendt. La banalité du mal, c'est l'idée que l'être humain est aussi un monstre en puissance. Comme on l'a vu avec Aristote, en fait, nous sommes tout en puissance. Comme on l'a vu avec Aristote et Sartre, nous sommes tout en puissance, moralement parlant. C'est-à-dire que nous sommes tant des diables en puissance que des anges en puissance. Nous n'avons pas une identité moralement déterminée en amont. Nous avons tous les potentiels. Et cela veut dire que tout être humain normal, tout être humain banal, a ce potentiel d'être un diable ou un ange. Et Hannah Arendt, elle explore ce volet sombre de l'existentialisme lorsqu'elle développe la thèse de la banalité du mal. En fait, l'auteur, elle pointe ce que nous pouvons désigner comme une forme de finitude humaine. C'est l'idée que l'être humain le plus banal peut se rendre responsable des pires atrocités, et ce, même sans avoir ni motif ni haine. Face à ce danger, pour Arendt, il est possible de développer une sorte d'intelligence éthique, une habitude à utiliser son jugement moral. Arendt, en ce sens, elle nuance quelque part l'existentialisme de Sartre, puisque en parlant d'habitude, quelque part, elle dit que nous pouvons développer des façons de faire plus ou moins automatisées, et donc développer quelque part une part plus dure, une part plus constitutive de notre identité, même si tout cela demeure bel et bien changeant, demeure potentiellement toujours changeant en morale. Et donc Arendt, c'est lorsqu'elle observe et commente le procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann qu'elle développe son concept de banalité du mal. L'idée d'Arendt, c'est pas de dire qu'Eichmann n'a pas commis des actes atroces, ou encore que c'était juste un idiot. Ça, c'est mal comprendre Arendt. Arendt, ce qu'elle fait, c'est pointer le fait qu'il n'a pas posé d'acte moral pour se définir autrement qu'il ne l'a fait. Elle ne banalise pas les actes commis, au contraire, attention, la banalité du mal, ce n'est pas dire que les actes commis relèvent du banal. Non, au contraire. Le questionnement d'Arendt vise plutôt à comprendre comment un être banal, un être médiocre, a pu commettre des actes qui figurent parmi les plus atroces de l'humanité. Wenn Verräter gewesen wäre, an das Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. אילו היה בוגד, לא, אילו היה אומר לך ככה רייכספיהrer. Hätten Sie ihm erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Alors l'enjeu de cette thèse, c'est primordial parce qu'il remet au centre la question de la responsabilité. On pourrait dire qu'Eichmann n'était qu'un sale monstre en fait, et que de sa bouche ne sortaient que des mensonges. Finalement, si on prend une approche essentialiste, on pourrait dire que c'était un monstre dans son essence, dans sa nature. A contrario, on pourrait retranscrire son plaidoyer et se dire qu'effectivement, il a été pris dans un engrenage vicieux qu'il a totalement dépassé.
et qu'il n'a fait qu'appliquer les ordres. En gros, en un sens comme dans un autre, Eichmann aurait été déterminé en amont. Arendt, elle prend un autre parti, parce que dans les deux cas, ça voudrait dire qu'Eichmann n'est pas responsable de ses actes. Ce serait juste un diable, un aliéné ou un irresponsable dans son essence. Et du coup, on aurait juste à l'éliminer en espérant qu'il n'y ait plus d'autres individus comme lui. Et par contre, en revanche, si on considère qu'Eichmann n'était qu'un homme ordinaire, qui n'a pas exercé son jugement éthique, alors on peut aussi tenter de développer les moyens pour éviter que cela se reproduise. Pour Arendt, c'est en effet possible d'entraîner son jugement moral, son sens moral, de prendre l'habitude de l'exercer. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום החמישי? Bekennen Sie sich zum 5. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השישי? Bekennen Sie sich zum 6. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Alors, effectivement, le criminel a été un rouage du système, il a obéi aux ordres et il adhérait au mouvement nazi. Cependant, sa responsabilité n'est pas uniquement à la mesure de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il aurait pu faire. Alors, cette idée, elle a deux enjeux fondamentaux, à mon sens. Au lieu de penser qu'on n'aurait rien pu faire, au lieu de penser que finalement ces criminels étaient juste des monstres, des idiots ou des victimes dans leur essence, dans l'absolu, finalement il n'y avait qu'à les éliminer et puis quand il y en aura d'autres, il faudra les éliminer ou les mettre à l'écart. Eh bien d'une part, il s'agit de penser qu'il est possible de développer des habitudes éthiques en première personne. Alors ça n'empêche pas de garder toujours à l'esprit qu'il ne s'agit jamais d'un acquis. Ce n'est pas parce qu'on a pris des habitudes éthiques que l'on est devenu un ange une fois pour toutes. On est toujours bien dans de l'existentialisme. Et néanmoins, il est possible d'exercer et d'entraîner des attitudes réflexives sur soi-même, selon Arendt. Il s'agit de développer une attitude attentive aux impacts effectifs et potentiels. On pourrait parler d'intentionnage, justement, à propos de la responsabilité à l'égard des générations futures. Mais en gros, il s'agit de développer une attitude attentive aux effets de nos actions, par rapport à nous-mêmes, par rapport au monde et par rapport à autrui. Finalement, c'est une invitation éthique, individuelle. La personne humaine, puisqu'elle se fait elle-même, au niveau moral, elle dispose d'une marge de liberté qui lui revient d'assumer. Il lui revient de se rendre responsable de ses actes. Alors l'autre enjeu fondamental que je perçois, c'est qu'il existe des environnements et des systèmes qui sont plus ou moins propices à l'exercice de ce jugement moral. Nous sommes ici au niveau du contexte social. C'est certain que les différentes situations peuvent aider ou non une personne à se mettre en questionnement sur elle-même. Il est possible de lutter contre les structures qui aliènent l'individu, qui prétendent penser à sa place ou lui restreignent sa liberté au sens noble. Autrement dit, ça veut dire qu'on peut favoriser un cadre propice au jugement moral. Puisque le jugement moral n'est pas un acquis une fois pour toutes, peut-être qu'on peut réfléchir aux structures sociales, aux structures de la société qui favoriseraient finalement cet exercice, cet entraînement du jugement moral. Et peut-être à un niveau politique, politique ici étant à tendre au sens noble, en ce compris à travers l'éducation par exemple. Alors la philosophie d'Arendt a un double impact contre l'immobilisme et la fatalité. Pour résumer, il est possible d'agir à la fois au niveau subjectif, au niveau individuel, et à la fois au niveau social pour développer le sens moral, au niveau politique. Pour Arendt, le jugement moral n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir une fois pour toutes, mais c'est bien un potentiel qu'il faut exercer, entraîner, pratiquer. Lorsqu'Arendt dit que c'est dans le vide de penser que s'inscrit le mal, elle ne veut pas dire que les gens mauvais sont des idiots par nature, qu'ils sont incapables de lire ou de calculer par exemple, mais que ce sont des personnes qui n'ont pas exercé leur faculté de jugement moral. Alors la pensée de Sartre, telle que présentée dans cet article notamment, elle mérite d'être nuancée, en ce sens qu'elle semble répondre à des formes d'essentialisme absolu,
par une forme d'existentialisme absolu. L'existentialisme de Sartre semble dès lors faire fi de toutes les choses qui peuvent limiter la liberté de chacun et ainsi nous préformater, nous déterminer nos actes, comme s'il n'y avait aucune détermination extérieure à l'exercice de notre moralité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une détermination ? Une détermination, c'est simplement une règle qui proviendrait de l'extérieur. Et le déterminisme, en philosophie morale, consiste à dire que des lois extérieures déterminent l'individu, ses actes et ses pensées. Il s'agit par exemple des lois de la nature. Nos actes seraient déterminés biologiquement par notre ADN, par exemple. Des différentes causalités, finalement on prend un modèle stimulus-réponse, un modèle cause-effet, un modèle comportementaliste, et bien potentiellement ça peut être déterministe. Une essence ou une nature contribuerait à nous déterminer sans que nous puissions rien y faire. On peut penser au destin ou à la prédestination, par exemple, qui estime que tout est écrit. Ça incarne également une forme de déterminisme. Il existe également des déterminations sociales qui mettent l'accent sur les aliénations, caractérisées par le contrôle d'un système dominant sur des individus. À ce sujet, on pourrait penser à Marx, à Bourdieu, à Marcuse, Adorno, Horkheimer, l'école de Francfort, etc. Mais en l'occurrence, plusieurs études et œuvres de ces penseurs montrent combien le contexte social peut enfermer, en quelque sorte, les individus et ainsi les limiter dans leurs choix sans que ceux-ci en soient pour autant conscients. Alors, dans un dictionnaire, en général, on définit la liberté par la négative. C'est comme si on n'avait aucune contrainte, aucune loi. Comme si la liberté se définissait par l'absence de règles. En ce sens, donc, la liberté, elle correspondrait à une forme d'absence d'obligation morale. Nous proposons ici une approche différente de la liberté, justement en un sens positif, entendu plutôt comme synonyme d'autonomie, qu'on retrouve chez Rousseau. C'est l'idée que finalement, c'est l'obéissance à la règle que l'on se prescrit soi-même. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, nous dit Rousseau, dans le contrat social. Et dans la pensée existentialiste, l'être humain a le choix authentique de se déterminer lui-même, justement. En quelque sorte, la liberté signifie le pouvoir de s'autodéterminer. Alors justement, pour tempérer une idée qu'on pourrait s'autodéterminer de manière absolue, eh bien, nous pouvons parcourir un exemple d'existentialisme modéré avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, dans la philosophie de la volonté, il envisage une liberté située entre finalement des déterminismes, des nécessités et une liberté absolue que l'on pourrait lire chez Sartre. Ricoeur mentionne des éléments extérieurs à la volonté qui peuvent avoir un impact sur elle. Par exemple, le motif, qui est de l'ordre d'un appétit, d'une passion indécidée. La motion, qui est plutôt de l'ordre d'un réflexe, d'une émotion, d'une habitude. Ou encore le consentement. Alors, le consentement, on peut le subdiviser en 3 choses pour Ricoeur. Il nous dit que le consentement est conditionné premièrement par le caractère, qui n'est pas tant une nécessité totale qui prédétermine absolument les actes, qu'une propension, une limite de la liberté, face à laquelle tout est possible, mais d'une manière bornée, étroite. Par ailleurs, il y a l'inconscient. Reconnaître l'existence de l'inconscient ne nie pas la faculté humaine à opérer des choix conscients. Mais ça montre que l'humain n'est pas toujours maître de soi. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Freud que la découverte de l'inconscient est une forme d'humiliation pour le genre humain. Et puis troisièmement, il y a la vie. Donc, il y a le caractère, l'inconscient et la vie, qui sont des choses auxquelles nous devons toutes et tous consentir. Et cette vie, nous pouvons l'entendre comme notre vie corporelle, notre corporéité, comme le ferait remarquer Merleau-Ponty, mais aussi plus volontiers notre temporalité. On revient à Heidegger, finalement, nous ne choisissons pas d'être un être temporel, d'avoir une naissance et d'avoir une mort.
Ce sont deux nécessités. Pour Ricoeur, la mort permet de donner sens à la vie. Le consentement, finalement, c'est le choix d'assumer ses propres limites, de dire oui, finalement, à ces formes de nécessité. Alors, il y a beaucoup d'enjeux à un existentialisme modéré, et j'en ai déjà cité quelques-uns. La question philosophique de savoir si l'être humain est libre et déterminé a de nombreux enjeux. En l'occurrence, on a vu que si on considère qu'il existe des êtres humains bons ou mauvais par nature, alors ceux-ci, finalement, ils ne peuvent pas être tenus responsables de leurs actes. Pas de responsabilité sans liberté. De même, nous avons parlé du caractère autoréalisateur et enfermant des étiquettes essentialistes. Il y a donc un certain sens à postuler une liberté humaine, de se définir soi-même, de poser des actes bons ou mauvais, de décider de son identité morale. Et dans cette optique, la question n'est plus de savoir si nous sommes libres ou déterminés, mais finalement dans quelle mesure nous le sommes. Dans quelle mesure sommes-nous libres ou déterminés? Dans quelle mesure choisissons-nous lorsque nous éprouvons des émotions? Dans quelle mesure choisissons-nous lorsque nous nous retrouvons dans certains contextes sociaux? Quand sommes-nous réellement libres? Quand avons-nous l'impression de l'être alors que nous sommes aliénés? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir et de nous définir autrement? Quelles sont les limites de notre volonté? Les circonstances, les contextes, les choses que nous ne pouvons choisir. Et finalement, sur base de ces questions, nous pouvons en faire émerger une autre. Enfin, comment agir sur ces dimensions pour développer un agir plus humain, un agir plus moral? Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur différents réseaux sociaux, à consulter régulièrement le site philomedia.be et si vous voulez commenter, m'envoyer vos feedbacks, eh bien ils sont les bienvenus. Merci à vous.